Donc l'orateur suivant est Damien Massalou du service de chirurgie d'urgence de Nice qui va nous parler de damage control et NRBC. Merci mon général. Mesdames et messieurs les académiciens, je suis effectivement chirurgien viscéral dans un trauma center, deux raisons qui font que je m'intéresse donc à l'urgence. Et je vais vous présenter notre expérience niçoise sur la réflexion qu'on a eue quant à la réception potentielle d'un patient victime d'un attentat ou d'une situation NRBC, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi j'ai barré B et C? Déjà, je pose le cadre. Mes collègues du SAMU m'ont très clairement expliqué que dans le cas du B et du C, du risque bactériologique et chimique, je ne verrai pas les malades. Pourquoi? Parce qu'il y aura une mise en amont, une protection d'une zone, un confinement qui font que le patient d'emblée ne sera pas accessible, en tout cas pas accessible à un geste de sauvetage hémorragique. Il sera peut-être accessible quelques heures après pour un damage control orthopédique, mais pas pour un damage control hémorragique viscéral. Je n'ai pas de conflit d'intérêt quant à cette présentation. Et donc l'intérêt bien sûr de notre réflexion, c'est qu'on est positionné comme un pays en guerre contre le terrorisme avec un contexte de résilience nationale que vous connaissez tous. Donc l'objectif c'était effectivement de voir comment mettre en place cette stratégie-là, ce circuit-là au sein d'un établissement hospitalier qui continue à tourner pendant ce temps-là bien sûr, et de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser chez un patient qui n'est pas décontaminé. Et c'est là toute la problématique. Donc très rapidement, je vous rappelle que les patients traumatisés décèdent majoritairement de traumatisme crânien et de traumatisme hémorragique. Parfois d'un petit peu plus de choses qui compliquent effectivement la prise en charge de ces patients. Il y a bien entendu ces fameux pics de mortalité du patient traumatisé. L'objectif est de parler non pas forcément des immediate deaths, parce que dans ces situations-là ce sera un peu compliqué, mais au moins des early deaths. Le risque attentat, bien sûr, on est particulièrement sensibilisé dans notre établissement puisque, comme vous pouvez le voir malheureusement et comme vous le savez, nous avons eu quelques soucis, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir dû faire face à d'autres contextes d'attentats, mais pas seulement d'attentats, il y a aussi tout simplement les accidents industriels qui peuvent effectivement rentrer en compte, et puis également des empoisonnements dans le cadre de règlement de compte ou autres, d'autres types de services qui peuvent effectivement être amenés à peut-être un jour survenir sur notre territoire. Donc l'évolution du risque telle qu'elle est actuellement réfléchie par les gens qui font de la médecine de catastrophe, ça peut être d'une part un acte isolé, un risque industriel bien sûr, même si en tout cas notre région n'est pas la plus industrialisée, voilà. Et puis le problème des bombes sales avec des déchets qui auraient pu être récupérés par des personnes mal intentionnées. Donc bien sûr, la prise en charge des patients traumatisés, on en a déjà beaucoup discuté, c'est la recherche d'une détresse vitale pour essayer de la prendre en charge au plus tôt, des rappels de secourisme, bien sûr, des rappels de médecine de catastrophe et de préhospitalier. Et l'objectif de cette équipe préhospitalière, ce sera bien sûr, pour la prise en charge des malades, d'avoir un phénomène de tri préhospitalier et d'essayer de stabiliser un petit peu les patients en fonction des ressources disponibles. Alors bien entendu, je ne rentre pas dans les débats et dans le détail de la chaîne de commandement du préhospitalier, du directeur des opérations de secours, parce que ça fait intervenir de nombreux personnels et services parfois en concurrence. Au niveau bibliographie, puisque je ne suis pas le seul je pense à m'être posé la question, quand on va sur PubMed et qu'on regarde Damage Control Surgery, on a 31 000 résultats qui sortent. Par contre, quand on commence à fouiller un petit peu sur les accidents de masse, on en a un petit peu moins. Quand on commence à fouiller sur le risque nucléaire, on en a, mais en fait c'est que des choses très théoriques dans des laboratoires sur des animaux ou des réacteurs biologiques. Et quand on commence vraiment à s'intéresser aux risques nucléaires, aux radiologiques et aux patients traumatisés, il n'y a rien, pour schématiser. Donc c'est une thématique qui nous a paru importante de souligner dans notre établissement, puisque à la fois c'est une problématique qui est mise en avant par les services de l'État et pour lequel on n'a pas forcément d'évidence-based médecine à opposer. Puisque dans le cadre effectivement de la doctrine nationale sur la mise on va dire en place des moyens en cas d'accident NRBC, c'est une circulaire qui s'appelle la circulaire 800, et il y a effectivement l'objectif c'est de préserver des vies humaines. Donc quelque chose qui nous parle, mais pour autant qui parle aussi bien aux forces de l'ordre, aux médecins préhospitaliers, et puis alors effectivement toutes ces circulaires sont très axées pour les médecins urgentistes, on ne va pas se mentir, il y a des dizaines et des dizaines de pages avec comment on organise les soins préhospitaliers, comment on déshabille les malades. Alors, mais le problème c'est qu'il y a tout juste un petit passage de 5 lignes sur l'urgence médico-chirurgicale et qu'est-ce qu'on doit faire sur ces patients-là. Mais ce qui est très important, c'est ce petit point rouge. L'urgence médico-chirurgicale doit primer sur l'urgence radiologique. Et c'est là, nous chirurgiens, on comprend bien ce que ça veut dire. Pour autant, ça peut être quelque chose de problématique pour des patients, encore une fois, atteints, en tout cas
potentiellement contaminés par différentes choses. Alors, lorsqu'on lit ces circulaires pour un chirurgien qui se pose un petit peu des questions, on nous explique voilà, qu'il faut emballer dans des housses de transport. Alors moi, personnellement, je ne comprends rien à ces schémas-là, donc on a voulu un petit peu creuser. Quand on me montre aussi des dessins comme ça, je ne comprends toujours rien. Pour une circulaire interministérielle, je trouvais ça un petit peu léger ou incompréhensible ou difficilement compréhensible. Voilà, alors je ne sais pas si certains ont plus de... Pourtant j'ai essayé de faire l'anatomie quand j'étais chef de clinique, mais bref, j'ai rien compris à cette circulaire quand on m'a dit avec nos collègues urgentistes qu'il fallait, dans le cadre de la révision du plan blanc institutionnel, qu'on avance ensemble. Et chose amusante, c'est les urgentistes qui nous ont sollicités, mais qui après ont complètement laissé retomber le soufflet, et c'est moi qui ai pris un petit bâton de pèlerin et qui ai ressecoué les urgentistes, les équipes de bloc, en disant je ne comprends pas, il faut qu'on avance. Donc l'objectif c'est ça, c'était vraiment dans le cadre de la révision du plan blanc, d'avoir une réponse adaptée de l'ensemble de notre établissement et des équipes qui d'habitude ne travaillent pas forcément ensemble, des gens qui font des situations sanitaires exceptionnelles, et puis des chirurgiens, même si on bosse au même endroit. Alors bien sûr, on est passé par de l'encadrement, il y a des cadres qui ont travaillé dessus, on a établi des fiches entières de réponses, qui doit faire quoi, bien sûr, on a exclu les femmes potentiellement enceintes de la réflexion, oui, on est gentil, et puis j'ai dû un peu chouiner, il faut le dire, pour avoir la possibilité de marquer ici mon petit nom et mon numéro abrégé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est toujours basé sur l'anesthésiste réanimateur et l'urgentiste. Mais quand j'ai dit, attendez, qui va prévenir l'IBOD qu'est-ce qu'elle doit descendre comme matériel ? Qui va prévenir le chirurgien qui n'a jamais vu ce dont on va parler maintenant ? Comment il doit s'habiller ? Ah ce sera l'anesthésiste de garde. Puis non, il faut qu'il y ait un chirurgien dans la boucle parce que vraiment ça nous importe. Le damage control et l'urgence médico-chirurgicale, il y a un chirurgien qui doit être dedans, au même titre que le tri doit être également chirurgical. Donc voilà, des tas de procédures qu'on a éditées, encore une fois, des tas de boîtes qu'on a listées, vous allez voir que ça a son importance, le listing des boîtes. Alors tout ça c'est bien beau, mais voilà, je vous parle de pourquoi le listing des boîtes c'est important, parce que le biomédical, dans le risque nucléaire et radiologique, ne peut pas être décontaminé. Donc très clairement, tout ce qui sera utilisé ce jour-là sera jeté dans un container scellé, d'accord ? Donc la boîte par exemple qu'on avait identifiée, quand les IBOD ont vu quelle boîte on avait mis, elles m'ont hurlé dessus. Ah mais non, c'est la plus complète et la plus jolie avec les instruments neufs. D'accord, on va changer le numéro, voilà. Donc c'est des choses qui s'anticipent énormément, c'est pire encore que quand on fait une situation de damage control ou déchocage ou ce genre de choses, c'est qu'il y a des impératifs, par exemple, vous allez voir comment on protège les seringues autopousseuses. Voilà, il y a toute une réflexion à avoir et si on n'anticipe pas, c'est compliqué. Par exemple, il faut prévoir un lieu de stockage d'une malle, bien sûr, la gestion des périmés. Donc par exemple, notre réflexion, ça commence déjà par quand vous allez recevoir quelqu'un, il faut bâcher l'ensemble de la pièce. Alors là, c'est un entraînement. Donc on a pris les derniers rouleaux qui restaient du SAMU. Désolé, c'est l'hôpital niçois est en faillite. Et donc on n'a plus que voilà, ces petites choses-là pour montrer comment on va faire. Et donc il faut pouvoir bâcher l'ensemble du matériel biomédical qui est utilisé. Donc en l'occurrence, ici, toutes les seringues autopousseuses, le respirateur de nos amis anesthésistes, le sol, l'ensemble des choses, et puis bien sûr arrêter la ventilation. Parce que dans notre plan au début on envisageait d'impliquer le PPS. Quand on s'est rendu compte qu'ils n'allaient pas comprendre de quoi on parlait le jour où ça arrivait, on s'est dit qu'il valait mieux nous avoir la main sur l'arrêt de la ventilation par exemple. Ensuite, il faut prévoir, je vous ai dit, un fût dans lequel les choses vont pouvoir être scellées pour être données à l'agence de sûreté nucléaire ou de radioprotection. Ensuite, il y a des tenues. Là, la tenue, c'est de l'équipe justement de décontamination avec les fameux masques, non pas FFP2, mais FFP3, qui doivent être utilisés, les compteurs initiaux. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, quand il y a un accident comme ça, le SAMU et les pompiers ont des dispositifs en fait de détection, des compteurs GGR, pour savoir effectivement, pareil à l'entrée du service des urgences, pour savoir si un risque nucléaire radiologique. Ensuite, il y a toute une tenue, on a validé toute une procédure avec les gants de révision utérine qui remontent le plus haut. Alors même si on dit que le brûlé ne brûle pas, pour la personne qui le prend en charge, de la même façon, nos collègues urgentistes nous expliquent que le patient contaminé par un risque nucléaire radiologique ne nous contamine pas. Mais attention, il ne faut quand même pas mettre les femmes enceintes et vous allez voir, il faut bloquer tout ce qui est en suspension. Donc on a quand même prévu, nous, de mettre un matériel le plus protecteur possible pour les équipes qui vont quand même toucher le malade de l'intérieur. Donc tout un matériel spécifique, on a identifié un brancard justement pour permettre un lavage du malade sur le brancard de déchocage et vous allez voir justement le fameux système d'emballage où on ne comprenait rien en termes de couleur, en fait ça s'explique un petit peu plus. Donc la simulation, c'est vraiment, on a simulé l'arrivée d'un malade avec des personnes équipées et pour lequel il n'y a que l'extrémité céphalique du patient qui peut dépasser, d'accord ? Alors là c'est un mannequin comme ceci, nous on n'a pas prévu typiquement de raser ou de tondre les patients, on les décontaminera au niveau du tégument et
les cheveux, mais effectivement la possibilité de raser un malade doit être anticipée aussi par les équipes, donc ça nécessite potentiellement d'avoir des tondeuses. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une technique, donc le malade a été emballé dans un film plastique et ensuite dans une housse mortuaire. Alors ça fait un petit peu peur, mais imaginez ça chez un patient à 5 de tension qui n'est pas encore perfusé. Voilà, on commence à arriver sur des problématiques déjà de gestion du patient. Ensuite, vous allez voir qu'ils vont vaporiser. On avait fait exprès de mettre des poudres blanches sur le patient pour voir la volatilité potentiellement qu'on pourrait avoir sur des dispersions de nucléides. Et donc voilà, il faut protéger bien sûr les orifices du patient. Et nous, on a retrouvé à la fin, par exemple, toutes ces petites poussières, on les retrouve au sol. Hein, d'où l'intérêt de bâcher véritablement le sol et d'être équipé entièrement. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, l'organisation que ça impose et le temps. Je vous l'ai filmé en direct, le temps que ça impose pour un patient potentiellement à 5 de tension. Pardon ? C'est quoi ? Alors, vous allez voir, alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement du sérum pour faire en sorte que les poussières ne volent pas. Et ensuite, ils vont décontaminer le patient. Là, c'était de l'eau, en fait, pour vraiment figer les poussières, pour pas qu'il y ait une dispersion dans l'atmosphère. Et ensuite, voilà, ils vont utiliser des gants comme ça pour effectivement continuer de décontaminer un maximum le patient. Ensuite, il va falloir le déshabiller intégralement. Alors ça, c'est quelque chose pour lequel les équipes de préhospitaliers n'ont pas de difficulté. Là, c'est nos référents situation sanitaire exceptionnelle, un conducteur SAMU en fait et un médecin SAMU. Donc il faut le déshabiller entièrement. Et ensuite, voilà, il y a un produit, le DTCPA, qui a été fourni d'ailleurs par le service santé des armées, qui permet de chélater les nucléides pour faire en sorte justement d'éviter leur dispersion et de décontaminer la peau à minima. Je dis bien à minima parce que effectivement après il y a la douche de décontamination. Donc tout ça, vous voyez, prend déjà plusieurs minutes pour tenter de conditionner le malade. Là, il n'a pas encore de perfusion, d'accord ? Potentiellement. Non, mais ça fait partie des limites de la discussion, effectivement. Non, mais c'est pour ça qu'on l'a simulé pour se rendre compte, nous, chirurgiens, si c'est techniquement possible. Donc là, par exemple, c'était la zone qui est préparée pour pouvoir tout simplement disposer d'une perfusion. Ensuite, maintenant, enfin, l'anesthésiste a accès à l'extrémité céphalique pour réaliser sa préoxygénation, son intubation. Donc véritablement, vous avez une IAD, vous voyez, qui est cachée derrière les champs et qui, elle, prépare le matériel et qui n'est pas contaminée avec le matériel biomédical non contaminé. Et ensuite, un anesthésiste et un IAD qui, eux, sont en situation d'exposition aux particules. Et donc, il faut qu'il y ait une communication en permanence entre les deux derrière. Donc, ça impose aussi de réfléchir pour les tubulures, comment on les passe, pour le respirateur. Enfin, encore une fois, il y a une réflexion à avoir en amont qui est assez complète. Là, pareil, donc j'avais pas bien vu ma Charlotte, je vous prie de m'excuser. C'est la remarque que m'ont fait d'ailleurs les collègues urgentistes. Et donc là, on se met en situation véritable de faire un damage control sur le patient. Et ce qu'on a convenu, c'est de réaliser une fermeture cutanée exclusive avec des surjets de Blair Donati pour être étanche au niveau abdominal et permettre ensuite le circuit patient et de permettre la décontamination. Parce que vous allez voir, une fois que le patient est terminé, le damage control est terminé, il faut pouvoir retirer l'ensemble des champs, encore une fois, sans disperser les nucléides et les éléments potentiels. Donc il faut le replier d'une certaine façon. Ensuite, la décontamination continue et le médecin anesthésiste réanimateur, tout seul, doit continuer à accompagner le malade pour lequel potentiellement on doit retirer les perfusions. En théorie, si on veut faire les choses bien, pour qu'ils ressortent, il faut vraiment comprendre que c'est la marche en avant qu'on va voir un petit peu plus loin, doit mettre à poil le malade et le déséquiper en théorie entièrement. Donc chez un patient intubé, perfusé, ça pose des questions logistiques qu'on n'est pas sûr de pouvoir régler, ou alors de prendre le pari de le faire après, tranquillement, à la fin de la décontamination. Donc là, c'est là où justement il est remballé par les équipes des situations sanitaires exceptionnelles. Voilà, on va le déséquiper vraiment jusqu'aux électrodes, hein, je vous dis, et aux perfusions en théorie, pour pouvoir l'amener sur un bassin qui permet d'embler la douche dans les bacs de décontamination. Et ensuite, il y a toute la décontamination du personnel. Je vous montre ces images juste pour comprendre le temps que ça peut prendre. Et ça, c'est un tuto qu'on utilisera éventuellement pour la formation des équipes. Tout est mis effectivement dans un conteneur scellé qui sera remis aux autorités. Et ensuite, il faut amener le malade à l'autre bout pour assurer une décontamination complète qui prend 10 minutes au total chez un patient pour lequel, comme je l'ai dit, potentiellement à déséquiper intégralement. D'accord. Donc en gros, après la décontamination, on peut le prendre en charge de façon standard, c'est-à-dire reprise au bloc opératoire, réintubation, angioembolisation, réanimation. Alors effectivement, on nous explique que le principe du brûler ne brûle pas, donc on peut approcher ces malades, mais vous voyez les précautions à prendre qui sont quand même assez lourdes. Donc au final, le damage control, je vais aller assez vite puisqu'au final,
c'était le problème. La conclusion de tout ça, c'est que oui, la traumatologie est un problème de santé publique, l'accident nucléaire ou radiologique pourrait arriver, mais la problématique organisationnelle, technique et médicale que ça pose sont loin d'être négligeables, que le délai de prise en charge est vraiment élevé et pose des soucis de est-ce que le malade sera encore vivant, tout simplement le temps d'arriver, le temps qu'on puisse le décontaminer. La prise en charge agressive du traumatisé par damage control est néanmoins possible chez ces patients, mais il faut également envisager, en plus du problème humain qui va être posé et le décès potentiel de ces patients, une perte sèche en matériel, encore une fois le problème des boîtes, potentiellement des respirateurs, de tout ça qui peut être perdu. Et alors là, quid de situation multivictime, on s'entraînait sur un, mais si en plus il fallait enchaîner sur plusieurs malades, ça pose un problème. Donc au final, on peut éventuellement envisager de prendre en charge ces malades, mais si on a un accident qui comporte plusieurs victimes, et plusieurs victimes en urgence absolue, probablement que des établissements, même qui ont prévu les choses, seront probablement dépassés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette communication très intéressante. C'est un sujet également que nous étudions depuis longtemps dans l'armée avec le problème NRBC, avec le risque chimique et le risque radiologique. Et effectivement, je laisse s'il y a des questions. Je vous félicite pour nous avoir soulevé ce problème. Je voudrais juste vous demander une question bien précise. Vous savez, quand on a démarré les ganglions sentinelles, et qu'on a injecté de la radioactivité, tout le monde est devenu fou. Il a fallu jeter les comptes. Enfin, c'était tout juste, il fallait pas jeter tout le matériel. Bon. Ma question, voilà pourquoi je vous fais cette remarque. Est-ce que, en matière civile et militaire, vous pouvez, au moment d'un accident nucléaire, évaluer en becquerel les malades qu'il faut vraiment protéger ou pas? Parce que c'est pas la même chose. Je pense qu'il doit y avoir des degrés de contamination. Enfin, j'y connais rien, mais je vous pose cette question. Est-ce qu'on pourrait évaluer que, en dessous d'un seuil de temps de becquerel, il n'y a peut-être pas à faire la procédure, et sur d'autres patientes, il y a à faire la procédure, où vous n'avez pas du tout étudié cette réflexion-là? Alors vraiment, j'ai fait une réflexion très chirurgicale. J'avoue que pour tout ce qui est risque sanitaire exceptionnel, on a une cellule du SAMU, médecins et ambulanciers, qui sont compétents et pour lesquels on n'a pas du tout cherché à décréter les critères d'indication. Est-ce que les militaires peuvent évaluer la quantité de radioactivité émise par un individu contaminé ou pas? On peut mesurer. Moi, je me souviens d'avoir fait dans ma jeunesse, on faisait des stages au centre de protection radiologique à Percy, où on faisait l'excision des tissus irradiés sur des animaux ou sur des sujets, et on mettait le compteur pour voir si on avait excisé suffisamment. Donc, on peut le faire pour le blessé quand on l'opère pour enlever la partie irradiée. Est-ce qu'avant, on peut dire, je crois qu'à partir du moment où ils sont considérés comme irradiés, ils rentrent dans la chaîne. Pareil pour le risque chimique, ils rentrent dans la chaîne. Je ne crois pas, mais je ne m'engagerai pas sur la question. Du plan damage control en tout cas. Oui, donc je crois qu'il y a quand même un peu une course contre la montre dans ces cas-là, d'après ce que vous avez dit. Donc ça nécessite quand même une formation, une coordination extraordinaire des équipes. Donc dans la vraie vie, est-ce que ça marche toujours aussi idéalement que dans votre magnifique présentation? Ou est-ce que quand même, je sais pas, il n'y a pas quand même des difficultés au quotidien, en ressources humaines, en personnes à former? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour tout ça? Parce que vraiment, quand on voit la façon dont les choses s'enchaînent, comme un morceau de musique, quoi, hein, c'est absolument impressionnant de voir le niveau de compétence que chaque acteur à son stade, à son compétence doit avoir. Donc je me demande si ça roule tout seul, quoi, en gros, ou si vraiment au quotidien c'est quand même pas un peu, c'est pas parfois un peu compliqué, quoi. Alors j'espère que ce ne sera pas notre quotidien, jamais. Oui, enfin. Mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire, monsieur. L'idée effectivement, c'est qu'on a essayé d'associer les personnes qui étaient les plus à risque d'encadrer cette situation-là. Donc en gros, c'est pour ça qu'on a mis une infirmière, une IBOD, une quadribode, la quadriade qui sont effectivement très présentes sur le secteur des urgences. Ensuite, pour l'anesthésiste et le chirurgien concerné, on est les deux à travailler le plus sur le secteur des urgences et la réanimation. On a essayé justement de coupler les personnes qui étaient le plus à même d'être présents en cas de situation. Et justement, c'est pour ça que j'ai absolument tenu à ce qui est mon numéro, non pas pour sauver le monde, mais tout simplement pour éventuellement peut-être aider ou rassurer le collègue, ne serait-ce que par téléphone, pour lui dire voilà, il y a ça qui existe. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens pas? Voilà. Donc, je suis pas sûr que ça roulera du tout. Non, le seule chose, c'est que comme ce sera un risque quand même qui sera anticipé, c'est-à-dire que le temps qu'une situation comme celle-ci apparaisse, que le risque soit identifié et que les premiers malades arrivent, on aura toujours au moins une grosse demi-heure. Donc je pense que dans ces cas-là, on aura le temps à minima de se téléphoner ou au moins d'arriver, je pense. En tout cas, voilà.
Je vais peut-être répondre peut-être en me mêlant de ce qui ne me regarde pas tout à fait maintenant, mais j'ai fait moi mon service militaire à la BA 110 à Creil, qui était un endroit où on avait à l'époque notre bombe atomique, vous savez, c'était donc il y avait effectivement le risque nucléaire, je ne sais pas si ça existe toujours, enfin la BA 110, je ne sais pas si elle existe encore, enfin quoi qu'il en soit, il y avait un système de décontamination qui était dans un hangar, c'était tout à fait extraordinaire, et toutes les tenues que j'ai reconnues là, alors il y avait du liquide, il y avait des douches, il y avait des machins, et c'était effectivement très complexe, mais déjà à l'époque, j'ai fait mon service national il y a quand même hier, enfin c'était en 70 exactement, donc c'était avant-hier, ça existait déjà ce système de décontamination au niveau de ce qu'on appelait le service médical. Alors sur les bases, c'est tout des trucs de plein pied et tout, mais enfin c'était immense. Et à l'époque, ça nous avait frappé. Mais les schémas que tu as montrés, etc., ils existaient déjà il y a déjà fort longtemps. C'est quelque chose, François, qui existe depuis longtemps, ce système de décontamination. L'idéal, c'est d'avoir une structure dédiée, parce que si tu fais ça dans le bloc habituel, c'est compliqué. À Percy, il y a une structure dédiée, je pense, à Toulon peut-être aussi, je ne sais pas, mais et puis on a également des structures sous-tentes qu'on peut monter dans le cas d'air chimique ou autre, dédiées avec du personnel qui s'entraîne régulièrement. Je crois que c'est ça la clé aussi. Alors tout ce qui est tente, effectivement, ça l'est. Maintenant, pour faire du damage control sous tente sur le parking de l'hôpital. Ah oui, non, la question, je pense, c'est on a dédié une salle de déchauffage. Damage contrôle, patient instable, également irradié et avec risque chimique, honnêtement, ses chances de survie sont minimes, il me semble. Donc je pense, et ça posera le problème du triage. Je pense. Si on a plusieurs, ceux qui sont irradiés et choqués, tant pis. Je dirais, c'est dans le triage, c'est pas ceux-là qu'on prend en priorité. Même si, je me permets juste de réagir, mais même si le risque doit être faible, je pense qu'il vaut toujours le coup d'être pris. Je veux dire. Autre question. Je vous posais la question, est-ce que ça peut fonctionner? Mais je pense que ça fonctionnera mal. Le problème, c'est que malgré tout ça est assez écrit, mais les gens ne le savent pas. Quand on fait des cours, en particulier le DSTC, on s'intéresse, on demande aux gens qui c'est qui a un plan blanc dans son hôpital. Déjà, il y a des gens qui ne le savent pas. Et parmi ceux qui le connaissent, qui savent qu'il y en a un, et très peu l'ont lu. Et en fait, en faisant ces cours, moi quand j'ai d'abord fait ce cours, je suis revenu et je me suis dit, mais quand même c'est écrit. Finalement, tout est écrit, il suffit de savoir que ça existe. Mais après, et même écrit, ça ne peut pas fonctionner. On a vraiment l'impression que le damage control et le risque nucléaire et chimique, c'est antinomique, quoi. Et finalement, on perd peut-être du temps et de la ressource à s'occuper de malades qui seraient peut-être moins... Et là, on retombe dans les notions de triage. Non, simplement pour ajouter que dans le cas d'un accident nucléaire, dans les premiers temps, on ne connaît pas, je ne dis pas le taux des produits nucléaires qui sont dans les plaies, mais simplement l'irradiation globale du patient. Donc il peut être victime ensuite, on s'aperçoit ensuite qu'il a été victime d'une irradiation aiguë, dont il ne survivra pas, mais au bout de quelques heures ou quelques jours. Donc la distinction est difficile. Donc la vraie urgence, elle est chirurgicale, quoi. Oui. C'est pas très bien. Pas d'autres questions, merci beaucoup.